Vous avez 10 000 € à épargner, or ou bitcoin, vous choisissez quoi? L'euro numérique, c'est quoi exactement et est-ce que ça remplace bitcoin? Et puis si internet s'éteint demain, est-ce que mes bitcoins disparaissent? Tous les mois sur la chaîne Bitstack, on prend les questions que vous nous posez souvent et on y répond. C'est parti. Première question, entre bitcoin et l'or, lequel est le meilleur choix pour mon épargne? C'est une question qu'on nous pose extrêmement souvent. Alors la première chose à dire, c'est qu'on les compare souvent pour de bonnes raisons. Bitcoin a été pensé par son créateur, Satoshi Nakamoto, comme un or numérique, donc une réserve de valeur en quantité limitée, indépendante des banques, indépendante des États. Et c'est exactement ce que l'or représente depuis des millénaires. L'or est indépendant des banques, l'or est indépendant des États. Mais il ne se comporte pas pareil. Et la question intéressante, ce n'est pas tellement lequel est le mieux, c'est qu'est-ce que chacun apporte à mon patrimoine et est-ce qu'il se complète. Alors commençons par la rareté. L'or, c'est évidemment rare, mais pas autant qu'on le pense. La quantité d'or extraite depuis le début de l'humanité, c'est environ 213 000 tonnes d'or. Et chaque année, les mineurs d'or continuent d'en extraire à peu près 3 000 tonnes supplémentaires. C'est ce qu'on appelle une inflation annuelle de l'offre autour de 1,5%. L'or est donc rare, mais avec une incertitude sur la quantité maximale exploitable. Ça veut dire qu'on peut découvrir des nouveaux gisements, on peut même trouver de l'or potentiellement dans l'espace ou dans la mer. C'est bien évidemment de la science-fiction à l'heure actuelle, mais ça veut dire qu'on ne sait pas combien d'or on pourrait extraire en tout. Pour Bitcoin, sa rareté, elle n'est pas géologique, elle est mathématique, transparente et connue de tous. Le code plafonne l'offre à 21 millions d'unités. Et le taux d'émission est divisé par 2 tous les 4 ans, c'est ce qu'on appelle le fameux halving. Aujourd'hui, l'inflation annuelle de Bitcoin est même inférieure à celle de l'or puisqu'elle est autour de 0,8% par an et a priori, elle va continuer à descendre tous les 4 ans. Personne ne peut décider de créer plus de Bitcoin, ça ne dépend pas d'une décision politique, d'une découverte de gisement ou d'une mission spatiale. Il faut miner patiemment toutes les 10 minutes. Bitcoin est bloqué dans le temps alors que l'or est bloqué dans la terre. Deuxième critère, le transport et le stockage. Alors imaginons que vous décidiez d'épargner 50 000 € sur du long terme, en or physique. Concrètement, ça fait environ un demi-kilo d'or. Une pièce d'or pèse en moyenne entre 8 et 30 grammes. Donc il vous faut une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de petites pièces ou quelques petits lingots. Question, où vous les mettez? Stocker l'or et assurer sa sécurité, ça représente un coût non négligeable. C'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des détenteurs d'or finissent par le stocker chez un tiers, chez une banque par exemple. Alors si vous voulez le transporter, en plus de le stocker, ou si vous voulez le transmettre, vous avez un objet physique qu'il faut sécuriser pendant le voyage. Avec Bitcoin, c'est complètement différent, puisque Bitcoin, c'est l'or, mais c'est l'or numérique. La même somme tient sur un petit dispositif ou dans une phrase de 12 mots écrite sur une feuille de papier, ou tout simplement dont vous vous souvenez dans votre tête. Vous pouvez stocker des bitcoins dans votre tête. Vous pouvez déplacer vos bitcoins en quelques minutes à l'autre bout du monde, puisque Bitcoin est numérique, il fonctionne sur Internet. En termes de praticité, ça change absolument tout. Bitcoin est conçu pour le monde numérique, l'or est le représentant du monde physique. Troisième critère, et c'est peut-être là où la comparaison classique passe souvent à côté du vrai sujet, la divisibilité réelle. Le fait d'être en capacité de diviser chaque unité d'or ou de Bitcoin. Alors sur le papier, l'or est divisible. On peut faire des grammes, des pépites, des pièces, etc. Mais en pratique, à l'échelle de l'épargnant individuel, ça ne marche pas vraiment. Puisque diviser un lingot ou une pièce, c'est faisable techniquement, mais c'est très coûteux et très compliqué. Il faut le fondre, il faut le recertifier, il faut retester la pureté, etc., etc. Le coût opérationnel d'une fraction d'or physique est tellement élevé qu'en pratique, vous ne le faites jamais. La conséquence, c'est que pour acheter de l'or fractionné, vous passez par des certificats ou des ETF, c'est-à-dire des indices boursiers qui répliquent le prix de l'or. Et là, évidemment, vous ne possédez plus le métal en propre, ce n'est plus vous qui le détenez, c'est une entreprise ou un tiers à votre compte. Vous possédez donc la promesse d'un intermédiaire qu'il possède lui-même du métal pour vous. Et ça, évidemment, ça réintroduit un risque de contrepartie, exactement ce que l'or est censé éviter au départ. Bitcoin, par construction, est divisible jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Et c'est très facile. Vous pouvez en acheter pour 5 € et vraiment en posséder en propre, sans intermédiaire, pour 5 € aussi. La plus petite unité de Bitcoin s'appelle un Satoshi et un Bitcoin entier vaut 100 millions de Satoshi. Quatrième critère, peut-être le plus important pour un investisseur, comment ces deux actifs se comportent réellement dans un patrimoine plus global. Sur les 5 dernières années, le bilan est plutôt asymétrique. L'or a fait une performance solide, mais Bitcoin a multiplié sa valeur par 4 ou 5 sur la même période. Avec une volatilité bien plus forte, certes, mais aussi avec
avec un comportement très intéressant. Bitcoin ne réagit pas comme une action, ni comme une obligation, et pas tout à fait comme l'or non plus. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a publié un rapport en 2025 qui s'appelle Bitcoin, un diversificateur unique. L'argument central, c'est que Bitcoin n'est ni un actif refuge classique comme l'or, ni un actif risqué, classique comme une action tech par exemple. C'est une catégorie distincte qui répond à des moteurs propres et qui apporte une vraie diversification à un portefeuille traditionnel. Concrètement, ça veut dire, toujours selon BlackRock, qu'ajouter un petit pourcentage de Bitcoin dans un portefeuille n'augmente pas mécaniquement le risque comme on pourrait le croire ou le craindre. Au contraire, selon BlackRock, ça peut même améliorer le rapport rendement-risque sur la durée. Parce que le Bitcoin n'est pas corrélé à 100% avec le reste du portefeuille. Détenir donc du Bitcoin revient à réduire le risque global d'un portefeuille bien constitué. L'or, lui, a un comportement plus prévisible. Il monte en période d'incertitude géopolitique, il tient bien en période d'inflation, mais il va probablement pas vous faire de gros multiples sur 10 ans. Par exemple, après la crise de 2008, son cours a été multiplié par 2 en 4 ans, mais ensuite, entre 2011 et 2023, sur plus de 10 ans, il a stagné. Dernier critère, il faut être très honnête là-dessus, c'est l'historique, évidemment. Et là, l'or a derrière lui plus de 5000 ans d'histoire monétaire. Il a traversé des chutes d'empire, des guerres mondiales, des hyperinflations. On sait comment il se comporte sur le très long terme. Bitcoin, lui, a 17 ans. C'est très court à l'échelle d'une réserve de valeur, et donc on ne sait pas avec certitude comment il va se comporter dans 50 ou dans 100 ans. Alors, lequel choisir? Eh bien, la réponse n'est probablement pas l'un ou l'autre. Pour un épargnant aujourd'hui, c'est plutôt les deux peuvent cohabiter dans un patrimoine à des proportions différentes et pour des raisons tout à fait aussi différentes. L'or pour la stabilité historique, Bitcoin pour l'asymétrie de croissance et la diversification. Et la vraie question, c'est celle qui dépasse les deux, c'est plutôt celle-ci. Monnaie qui se dévalue continuellement ou réserve de valeur qui ne peut pas être imprimée à volonté. Et sur cette question-là, l'or et le Bitcoin sont en réalité dans le même camp face aux monnaies traditionnelles. Deuxième question, on entend de plus en plus parler d'euro numérique en ce moment. C'est quoi exactement et est-ce que ça remplace Bitcoin? Alors d'abord, soyons clairs tout de suite, Bitcoin et l'euro numérique, ce sont des choses radicalement différentes. Commençons par l'euro numérique. Dans le jargon, on parle de MNBC, c'est une monnaie numérique de banque centrale. Le projet est en cours d'élaboration à la Banque centrale européenne depuis 2021. Il est entré dans une phase de préparation en 2023 et un vote au Parlement européen est prévu prochainement. Pour comprendre l'euro numérique, il faut d'abord comprendre quelque chose de très contre-intuitif mais d'extrêmement important, c'est que tous les euros ne se valent pas. Dans le monde numérique, sur vos comptes bancaires par exemple, l'euro n'est pas un vrai euro. C'est une créance de la banque en votre faveur. Et cet euro, il porte donc un risque, celui de la faillite de votre banque. C'est un euro de moins bonne qualité que les espèces, car un billet ou une pièce, c'est une créance de la banque centrale directement et non d'une banque commerciale. Et une banque centrale, ça ne peut pas faire faillite. Enfin, en théorie en tout cas. Le problème, c'est que ce vrai euro, aujourd'hui, il n'est donc accessible qu'en version physique, ce sont les espèces. Et ça, c'est pas du tout pratique. Donc les gens utilisent massivement, à plus de 90%, les euros numériques des banques commerciales. Alors concrètement, l'euro numérique serait un euro, un vrai, comme les espèces, mais géré directement par la BCE, plutôt que par votre banque commerciale. Alors pourquoi la BCE veut le faire? Officiellement, pour plusieurs raisons. Garantir un accès direct des citoyens à la monnaie de banque centrale, donc les fameuses espèces version numérique, créer un système de paiement européen souverain face à des Visa, Mastercard, etc. qui sont américains, favoriser l'inclusion financière en proposant un équivalent numérique au cash pour les gens qui n'ont pas de compte bancaire. Officieusement, et c'est important de le savoir, le projet est né en 2019 comme une réaction défensive. À l'époque, Facebook annonce Libra, son projet de monnaie privée mondiale. Les autorités monétaires paniquent à l'idée qu'une entreprise privée vienne défier le monopole public sur la monnaie. Et l'euro numérique apparaît dans le débat à ce moment-là presque comme une parade. Maintenant, où sont les différences avec Bitcoin? Il y en a beaucoup. D'abord, évidemment, la création monétaire. L'euro numérique est créé et géré par la BCE, comme l'euro normal. C'est elle qui décide combien il y en a en circulation. Bitcoin n'a pas d'autorité centrale, sa quantité est plafonnée par le code à 21 millions, et personne ne peut décider d'en créer plus. Ensuite, la traçabilité. L'euro numérique sera traçable par l'émetteur. Pour reprendre les mots de Christine Lagarde, elle-même lors d'une audition, puisque l'argent numérique laisse une trace, ce ne sera pas entièrement anonyme. Et ça, évidemment, c'est une différence avec le cash. Le cash est anonyme. Lorsque vous payez en espèces, il n'y a pas de traçabilité sur vos paiements. Troisième différence, et c'est sans doute la plus sensible, c'est la programmabilité. Un euro numérique peut
techniquement être programmé. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'il n'est valable que sur un territoire donné ou pour acheter certains produits ou jusqu'à une certaine date. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argent programmable. La BCE assure qu'elle ne s'en servira pas, ou en tout cas qu'elle n'activera pas cette fonctionnalité de programmabilité. Mais l'architecture le permet. Et l'exemple chinois est parlant. La Chine utilise déjà son yuan numérique comme prolongement de son système de crédit social, ce système assez dystopique de notation des citoyens qui permet de restreindre l'accès à tel ou tel service de train, de service public, etc. en fonction du conformisme social de l'individu par rapport à des règles édictées par l'État chinois, le Parti communiste chinois. Bitcoin, lui, est neutre. Un Bitcoin reste un Bitcoin, peu importe ce que vous en faites. Et peu importe que vous ayez traversé un passage piéton au feu rouge ou pas. Et au-delà de la différence avec Bitcoin, il y a un dilemme intéressant pour la BCE. Si elle propose un euro numérique, anonyme, sans plafond, vraiment équivalent au cash, eh bien c'est le bank run garanti. Les gens vont vider leur compte bancaire pour les mettre sur l'euro numérique de la BCE puisque, on le rappelle, c'est un euro de meilleure qualité qui ne porte aucun risque de contrepartie. Moi, par exemple, si j'ai 1000 euros sur un compte bancaire et que je peux garder ces 1000 euros à la Banque Centrale Européenne, eh bien, il vaut mieux que j'aille les mettre à la Banque Centrale Européenne puisque je garde la même somme, mais que l'euro à la Banque Centrale ne porte pas le risque de faillite de ma banque. Et si tout le monde a le même raisonnement, eh bien, le système bancaire s'effondre. Alors, pour éviter ça, la BCE envisage de plafonner les portefeuilles d'euros numériques à quelques centaines d'euros par personne, ce qui, à ce niveau-là, vide le concept de sa substance. Donc non, l'euro numérique ne remplace pas Bitcoin. Ce sont deux propositions monétaires qui n'ont pas du tout le même objectif et qui ne donnent pas du tout les mêmes droits à leurs utilisateurs. On pourrait même dire que l'euro numérique est finalement une forme d'opposé complet de Bitcoin. Le débat est en cours au Parlement européen et la décision est finalement aussi politique que technique. Donc ça vaut le coup d'y prêter attention. Troisième question qui revient régulièrement en commentaire, si Internet s'éteint demain, qu'est-ce qui arrive à mes bitcoins? La question est très pertinente puisqu'on se dit qu'on paye en ligne avec ces bitcoins, on les détient en ligne, donc s'il n'y a plus d'internet, qu'est-ce qui se passe? Alors avant de répondre, il faut faire une distinction extrêmement cruciale parce que c'est celle qui change tout. Quand on parle de bitcoin, on parle en réalité de deux choses différentes et elles ne sont pas affectées de la même façon par une panne d'internet. D'un côté, il y a bitcoin, B minuscule, c'est l'actif, la réserve de valeur, le jeton, la monnaie que vous détenez, qui est inscrite dans un grand registre qu'on appelle la blockchain. Et de l'autre, il y a Bitcoin, B majuscule, le réseau, le protocole de paiement. Et ça, c'est la capacité d'envoyer du Bitcoin à quelqu'un en temps réel partout dans le monde via Internet. Bitcoin, l'actif, votre épargne, ne disparaît pas avec une panne d'Internet. Pour une raison simple, c'est que cette fameuse blockchain, elle est dupliquée sur des dizaines de milliers d'ordinateurs dans des dizaines de milliers d'endroits sur la planète. Et donc, tant qu'il reste au moins une copie quelque part, votre solde existe. Même si Internet est coupé chez vous, même si Internet est coupé dans tout le pays, et d'ailleurs, même si Internet s'éteint partout pendant un mois entier, eh bien, votre clé privée vous redonnera accès à vos fonds dès que le réseau redémarre. Vos bitcoins n'ont pas été supprimés, ils sont juste temporairement inaccessibles à cause de cette panne d'Internet. Mais ensuite, il y a Bitcoin, le réseau de paiement, lui. Et effectivement, il dépend de la connectivité pour fonctionner en temps réel. Si Internet est coupé sur votre zone, vous ne pouvez pas, ou très difficilement, envoyer ou recevoir de nouveaux bitcoins instantanément. Comme vous ne pourriez pas d'ailleurs faire un virement bancaire ou un paiement par carte bancaire. Mais même sur ce point, le réseau Bitcoin est étonnamment résilient, car Bitcoin a été conçu pour pouvoir transiter par à peu près n'importe quel canal de communication, pas seulement par Internet. Il existe des projets qui permettent par exemple de transmettre des transactions Bitcoin par radio, par satellite ou même par SMS, ou encore des réseaux maillés locaux, ce qu'on appelle des mesh networks, qui fonctionnent en Bluetooth de proche en proche, permettent aussi par exemple de propager les transactions Bitcoin sans Internet du tout. Le réseau Bitcoin peut littéralement passer par les ondes radio ou par votre voisin. Et ce n'est pas juste une théorie, lors de la coupure d'Internet en Iran au début de cette année 2026, l'utilisation de Bitcoin a pu continuer de façon marginale certes, mais a pu continuer par ce genre de réseau qui permettait d'acheminer les transactions jusqu'aux frontières du pays, puis d'envoyer les transactions sur Internet une fois la frontière passée. Donc le scénario où tous vos bitcoins disparaissent d'un coup à cause d'une panne mondiale d'Internet n'est pas très crédible. Le scénario où vous ne pouvez plus envoyer de bitcoin pendant quelques heures ou quelques jours
Oui, il existe tout à fait, mais c'est temporaire et il existe quelques contournements techniques. Et puis soyons honnêtes, dans un scénario où Internet s'éteint partout dans le monde de manière durable, suite à un événement extrême ou un conflit majeur, je pense que vos bitcoins ne seront probablement pas votre première inquiétude, puisque toute l'économie mondiale s'arrête. Les banques ne fonctionnent plus, les paiements par carte ne fonctionnent plus, mais tout de manière générale, les transports, les réfrigérateurs, etc. etc. Alors oui, l'or par exemple, vous pouvez toujours le toucher, mais sans système de marché fonctionnel, eh bien sa valeur d'échange aussi, d'une certaine façon, s'évapore. Alors ce qu'il faut retenir, Bitcoin l'actif, c'est une des formes d'épargne les plus résilientes en cas de panne numérique parce que la valeur est dans un registre qui est distribué partout dans le monde, pas dans un serveur central. C'est presque ironique finalement, la réserve de valeur la plus numérique du monde est aussi l'une des plus robustes face à une coupure technique d'Internet. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, je les lis tous et c'est comme ça que je construis les prochains épisodes. Avant de se quitter, si vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas encore commencé à épargner en Bitcoin, Bitstack offre 10 € en Bitcoin aux nouveaux utilisateurs. Vous pouvez retrouver toutes les conditions et le code promo en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, un like, ça aide la chaîne évidemment, et si ce n'est pas déjà fait, eh bien abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. C'était Alexandre sur la chaîne Bitstack et à très vite.